chez les mammifères, il y a deux types d'estomac. Il y a l'estomac qui est formé d'une seule poche, et l'espèce est appelée alors monogastrique, et l'estomac formé de plusieurs poches, et l'espèce est dite polygastrique. De point de vue morphologique, on va commencer par les monogastriques. Un exemple des monogastriques, c'est l'homme, le chien, le lapin, etc. L'estomac des monogastriques est une poche en forme de J majuscule. Lorsqu'il est plein, il est situé à gauche de la cavité abdominale, cachée en partie par le foie et le diaphragme. Elle a une longueur d'environ 25 cm et d'un diamètre qui varie selon la nourriture qu'il contient. Sa face latérale est convexe et sa face, elle est nommée la grande courbure, et sa face médiale est concave, elle est appelée la petite courbure. Donc, le point de contact avec l'œsophage est muni. Le point de contact entre l'œsophage et l'estomac est muni d'un sphincter qu'on appelle le cardia. Et le point de contact entre l'estomac et l'intestin grêle est muni également d'un autre sphincter qu'on appelle le pylore. Que ce soit le pylore ou le cardia, ce sont des zones où règne une pression très importante par rapport aux zones supérieures ou inférieures. Donc l'estomac, comme l'œsophage, est délimité par deux sphincters. Ici, c'est le cardia et le pylore. C'est ce qui va permettre de contrôler donc l'entrée et la sortie des aliments de l'estomac. L'estomac des monogastriques peut être subdivisé en trois parties. Une partie supérieure fendue sous poche à air, une partie intermédiaire qui est le corps et qui va jouer un rôle de réservoir, et la partie inférieure qu'on appelle l'antre, qui sera le siège d'activité mécanique et qui va jouer un rôle important dans l'évacuation gastrique. L'estomac des polygastriques est constitué par 4 poches. La plus grande poche s'appelle la panse ou le rumen, qui jouera un rôle important essentiellement dans l'accumulation des aliments ingérés. La deuxième poche, c'est le réticulum ou le bonnet, qui jouera un rôle dans la régurgitation ou la rumination. Troisième poche, c'est le feuillet, et la quatrième, c'est la caillette. Ces deux structures joueront un rôle essentiellement dans la vidange gastrique. Alors, comment va se passer justement l'ingestion et le stockage puis la digestion chez les polygastriques? Lorsque l'animal est devant une quantité importante d'aliments, il va les ingérer sans vraiment les mastiquer. Donc les aliments vont emprunter l'œsophage, puis vont se trouver dans la panse et ils vont être stockés. Donc une fois que l'animal sera au repos, donc il n'y a plus d'aliments, il va
régurgiter une partie du contenu de la panse qui va remonter vers la bouche pour qu'il soit bien mastiqué, insalivé, etc. Et puis, il va être réavalé et prendra un autre chemin qui est le feuillet et la caillette pour être vidangé vers l'intestin grêle. De point de vue structure, la structure de l'estomac, qu'elle soit des monogastriques ou des polygastriques, est formée toujours des 4 couches dont on avait parlé, c'est-à-dire la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. Au niveau de l'estomac, nous trouvons 3 couches musculaires au niveau de la musculeuse, en plus de la muqueuse et de la sous-muqueuse. Souvenez-vous, au niveau de l'œsophage, nous avons vu 2 couches musculaires, une couche musculaire longitudinale externe et une couche circulaire interne. Au niveau de l'estomac, on retrouve plutôt 3 couches musculaires, une couche de fibre musculaire longitudinale externe, une couche de fibre circulaire intermédiaire, et en plus, on retrouve une couche de fibre oblique. Ces couches musculaires sont beaucoup plus renforcées au niveau de cette zone de l'antre pylorique. Donc, si on fait une coupe au niveau sagittal, au niveau de cette région anthropylorique, on va retrouver que la couche oblique est bien renforcée, alors que plus on va vers les parties supérieures, c'est-à-dire vers le corps puis vers le fundus, la couche oblique disparaît essentiellement au niveau de la petite courbure. Puisque cette zone anthropylorique va jouer un rôle très important dans le brassage des aliments et dans l'évacuation gastrique. De point de vue glande sécrétoire, la paroi de l'estomac renferme une grande quantité de cellules sécrétrices du mucus. Ce mucus forme une couche qui va tapisser la lumière et protège l'estomac de tout endommagement par les sécrétions acides nécessaires au processus de digestion qui vont s'y dérouler. On peut subdiviser la muqueuse glandulaire gastrique en 2 types de muqueuses. Une muqueuse glandulaire fundique et une muqueuse glandulaire antrale. Tout d'abord, la muqueuse glandulaire fundique. Cette muqueuse est caractérisée par la présence de glandes dont le rôle physiologique est très important. Ces glandes sont essentiellement exocrines et sont sous forme de tubes enfoncés au niveau de la muqueuse et renferment 4 types de cellules. Tout d'abord, des cellules à mucus qui occupent la partie superficielle de la glande. Donc, je vous rappelle ici, vous avez la lumière gastrique et là, c'est la partie profonde de la muqueuse. Et les cellules à muqueuse donc, sont localisées dans le tiers supérieur de cette glande. Et ces cellules à mucus assurent la sécrétion du mucus dans la lumière gastrique. Le deuxième type, c'est les cellules bordantes ou cellules pariétales, qui sont des cellules de grande taille et qui sont localisées au niveau des parties intermédiaires de la glande et dans le pôle apical
est dirigée vers la lumière de l'estomac. Ils vont déverser dans cette lumière essentiellement de l'acide chlorhydrique qui va permettre de donner au suc gastrique un pH entre 1,5 à 2. Il va également déverser une grande part de l'eau et des électrolytes du suc gastrique, ainsi qu'un facteur important qui est le facteur intrinsèque indispensable à l'absorption de la vitamine B12 dans l'intestin grêle. Troisième type de cellules, ce sont les cellules principales qui sont localisées au niveau du tiers profond de la glande, ce que vous voyez ici en rose. Ces cellules élaborent principalement des proenzymes qui sont les pepsinogènes 1 et 2 qui sont sous la forme inactive et qui vont par la suite s'activer et pour donner sous l'action du pH les pepsines qui vont débuter la digestion des protéines. Toujours au niveau de cette glande fondique, on trouve un quatrième type de cellules qui sont des cellules, cette fois-ci, endocrines, notamment des cellules qui libèrent l'histamine et des peptides tels que la somatostatine, la cholécystokinine et la sérotonine qui diffusent dans les capillaires sanguins et qui vont influencer d'autres organes du système digestif. En ce qui concerne la muqueuse glandulaire antrale, elle est également formée par des glandes qui sont enfoncées dans la sous-muqueuse et qui contiennent deux types de cellules. Des cellules à mucus qui tapissent la plus grande partie de la glande et qui sécrètent une quantité importante du mucus qui va renforcer la protection de la paroi de l'estomac. Elle contient également des cellules de type endocrine et qui sécrètent une partie importante de la gastrine, dont nous verrons le rôle par la suite. En plus des cellules à gastrine, les glandes antrales renferment des cellules qui sécrètent également de la sérotonine. Du point de vue innervation de l'estomac, là aussi, l'innervation de l'estomac, elle est double. Elle est intrinsèque et extrinsèque. L'innervation intrinsèque est identique à celle de l'œsophage, c'est-à-dire formée par les ganglions intramuraux, que ce soit au niveau myentérique ou sous-muqueux, comme nous l'avons déjà décrit auparavant. Alors que l'innervation extrinsèque, elle est double, elle est parasympathique et sympathique. L'innervation parasympathique de l'estomac est assurée par les nerfs vagues. Ce sont des axones préganglionnaires dont le corps cellulaire se trouve au niveau du bulbe rachidien. Les nerfs vagues droit et gauche, après un trajet cervical, pénètrent au niveau de la cavité thoracique, longent l'œsophage et aboutissent à l'estomac. Les fibres vagales motrices, c'est-à-dire efférentes, sont cholinergiques, comme nous l'avons déjà vu, et font synapse avec les neurones postganglionnaires cholinergiques ou non cholinergiques, non adrénergiques des plexus intramuraux.
Ces derniers, c'est-à-dire les plexus, innervent directement les fibres musculaires lisses et les cellules sécrétrices. La sensibilité gastrique est véhiculée par des neurones sensitifs vagaux. Donc là, on parle de la sensibilité, c'est-à-dire de la voie afférente. Elle est véhiculée par des fibres sensitives dont les corps cellulaires sont situés au niveau du ganglion plexiforme. Le ganglion plexiforme est un ganglion qui se trouve en dehors du cerveau. Il longe la carotide au niveau du cou. L'innervation sympathique, cette fois-ci, est assurée par les nerfs splanchniques. Elle est constituée, là aussi, par des axones préganglionnaires dont le corps cellulaire se trouve au niveau de la zone intermédio-latérale de la moelle épinière et qui émerge par les racines dorsales pour faire synapse dans le ganglion cœliaque avec des neurones postganglionnaires adrénergiques inhibiteurs de la motricité gastrique. Une partie de la sensibilité de l'estomac est véhiculée par des fibres sensitives splanchniques qui ont leur corps cellulaire dans le ganglion spinal, comme vous le voyez ici sur cette figure.